Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, messieurs les membres du gouvernement et assimilés, monsieur le conseiller doyen, représentant de monsieur le président du Conseil constitutionnel, messieurs les membres du dit Conseil, monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs les professeurs, leur majesté les chefs traditionnels, distinguées personnalités, tout protocole respecté, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs. Depuis quelques années, l'université camerounaise s'attache progressivement au devoir de reconnaissance par l'organisation des mélanges. Il m'échoit la charge de présenter l'ouvrage intitulé « Droits et services publics » publié au titre des mélanges en l'honneur du professeur Étienne Charles Lekene Ndonfak. Rendre compte de cette offrande scientifique nécessite de dire un mot de l'homme et de son œuvre. Né en 1949, il est recruté assistant à l'université Yaoundé en 1975. Après sa brillante thèse de doctorat d'État en droit public, à l'université de Clermont 1 en 1979, le dédicataire du jour engage une longue carrière administrative. Épris d'excellence, il prend du temps pour affronter le très sélectif concours d'agrégation du CAMES. Il en sort lauréat de la section droit public et sciences politiques en 1997, en même temps que le professeur Kofi Hanzi Nounou, qui devait être présent dans cette auguste salle, mais qui a été empêché au dernier moment. Universitaire, technocrate, ministre d'État, parlementaire loin de la légitimité du suffrage universel direct, le dédicataire a rangé sa majestueuse toge universitaire en 2014. Le temps d'un bref repos. Car il est appelé à arborer la prestigieuse robe du juge, le président de la République ayant fait de lui l'un des membres du Conseil constitutionnel dès 2018. De la lecture des travaux du professeur Étienne Charles Lekene Ndonfak transparaît une certaine filiation avec Épidète, philosophe grec de l'école stoïcienne, né vers l'an 50 après Jésus-Christ, qui a écrit, je cite, « La liberté, c'est l'indépendance de la pensée ». Fin de citation. Le ton est donné dès la thèse du doctorat d'État portant sur l'expérience du fédéralisme camerounais, les causes et les enseignements d'un échec. Le sujet est quasi inédit
à l'époque, au moins dans la partie francophone du Cameroun, tandis que le sous-titre traduit l'audace du jeune chercheur. Ce dernier revient sur la forme de l'État en 1998 par un article sur le renouveau de la question fédérale au Cameroun. Entre-temps, il étudie la révision des constitutions en Afrique, la candidature indépendante et la liberté de suffrage en droit camerounais, puis la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Outre le droit constitutionnel, le professeur Étienne Charles Lekenendorfac a mené des travaux en droit administratif. Ceux-ci s'articulent autour de la fonction publique et de la légalité d'exception au Cameroun. Cela dit, dans la conscience des universitaires d'Afrique et d'ailleurs, le professeur Lekene aura marqué de son empreinte le droit public financier. Il a la paternité des articles sur les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et sur les comptes publics. Sa passion scientifique porte la marque de son célèbre manuel Finances publiques camerounaises, paru en 1987. Une véritable œuvre pionnière. C'est à ce personnage, aux multiples visages, dont la trajectoire et les écrits charrient des problématiques toujours d'actualité. 84 contributeurs de 9 nationalités lui rendent admirablement hommage. La mobilisation remarquable de la communauté universitaire et au-delà a conduit à consigner dans 2 volumes de véritables réflexions doctrinales au regard des idées et des approches observées. Le volume 1 rassemble des contributions traitant du droit constitutionnel, des droits publics subjectifs et de la science politique. Analysant les dynamiques de création continue de l'État au Cameroun, avec référence à la forme de celui-ci, un auteur fait l'éloge du référendum constitutionnel. L'approche téléologique lui permet de démontrer que la mobilisation du référendum magnifie la démocratie au sens de l'expression directe du peuple, d'une part, et consolide la reconstruction de l'état de droit au moyen du contrôle opéré par la juridiction constitutionnelle, sans possibilité, cela étant, de contrôler la loi référendaire d'autre part. Il reste que la splendeur du référendum ne transcende pas sa sous-utilisation dans la pratique. L'exercice du pouvoir constituant peut échapper matériellement au peuple dans les États africains d'expression française. L'idée du pouvoir constituant décisif est avancée pour mettre en lumière la place prépondérante du président de la République dans les réformes constitutionnelles. Celui-ci détermine l'ingénierie constitutionnelle parmi toutes les autres autorités. Cette domination présidentielle n'est pas à l'abri d'un coup de force, notamment du fait des militaires. L'armée serait-elle alors
une institution démocratique? L'auteur de cette interrogation analyse le rôle de l'armée en tant qu'entité politique. L'étude soutient qu'après l'inadéquation entre l'armée et la démocratie, jusqu'en 1990, la période de transition des années 90 a permis de découvrir l'armée sous un rôle nouveau, celui d'institution démocratisante, car elle apparaît souvent comme un recours, comme un des signes importants de l'existence de l'État. Pour autant, un contributeur questionne: où en est l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique? La recherche empirique révèle que cette interdiction par l'Union africaine est relativement ignorée, eu égard à la récurrence des formes violentes de changement et surtout le refus de l'alternance démocratique ainsi que les révisions orientées de la Constitution. De plus, les règles proscrivant ces changements anticonstitutionnels sont souvent contournées par le recours aux arrangements aconstitutionnels au détriment des sanctions prévues par l'organisation continentale. Au demeurant, les coups d'État, les insurrections et autres coups de force observés dans de nombreux États africains de tradition juridique francophone conduisent généralement à la mise en place des autorités de transition dont la légitimité est questionnable. Il est démontré que la mutation du statut d'autorité de fait en autorité constitutionnelle de transition est une construction. En effet, les autorités de transition, d'une part, recourent à l'autolégitimation par l'adoption d'une charte constitutionnelle de transition et la création d'organes ad hoc, puis d'autre part, s'engagent dans un processus de légitimation au moyen de la construction de leur légitimité au niveau interne et de leur reconnaissance par la communauté internationale. Quelle que soit l'instabilité que peuvent connaître nos ordres juridiques, la suprématie de la Constitution ouvre la hiérarchie des normes. Comme l'écrivait en 1978 le professeur Michel Faubert, l'opposant à son collègue Paul Hamsleck, je cite, « La pyramide est toujours debout ». Aussi, la Constitution camerounaise peut s'appréhender comme un instrument de la création sociopolitique de l'État, notamment dans sa forme, et de protection des libertés individuelles. Quelques constitutions s'attachent à la protection des droits et libertés fondamentaux en convoquant le juge constitutionnel ou la justice constitutionnelle. Il peut s'agir d'une protection catégorielle ou d'une protection beaucoup plus large. L'adhésion de l'Afrique noire à la démocratie constitutionnelle en 1990 a soulevé la question du comportement des juges constitutionnels dans l'exercice de leur office. Le portrait du juge constitutionnel africain subsahélien le montre à suffisance. Son profil requiert des qualités techniques et éthiques. Mais la mise à l'épreuve révèle la délicatesse de sa fonction. Différent face aux politiques, il ébranle l'édifice de l'État de droit. Audacieux, ce juge doit éviter toute complaisance à l'égard du pouvoir politique
afin de contribuer à l'édification de l'état de droit, sa principale mission, voire sa raison d'être. Cette conclusion trouve écho en ce qui concerne la désignation des juges constitutionnels en Afrique noire francophone. Le mode de désignation se détourne au plan formel de l'homogénéité et tend à garantir l'indépendance statutaire, l'impartialité et l'autorité des juges. Le juge constitutionnel camerounais balance entre nomination et élection avec la nécessité d'une protection de la durée de son mandat. Il semble jouir d'une indépendance théorique, n'exerçant pas seulement des fonctions juridictionnelles. Il connaît plusieurs modalités de cessation de fonctions. D'autres interrogations concernent la bonne administration de la justice constitutionnelle et le contrôle des normes juridiques devant le Conseil constitutionnel camerounais. Hors de nos frontières, mentionnons la contribution sur la protection des droits des acteurs politiques par le juge constitutionnel dans le cadre des élections municipales. L'étude salue le juge constitutionnel, protecteur des droits des acteurs en période préélectorale et à l'occasion du contentieux électoral. Mais en pratique, l'office de ce juge est limité, aussi bien par sa réserve dans l'application de ces textes de référence que par l'absence ou l'insuffisance de preuves des irrégularités produites par les requérants ou leurs mandataires. Un autre regard porte sur l'autorité des décisions du juge constitutionnel en matière électorale à l'épreuve du recours individuel supranational en matière des droits fondamentaux. Note exploratoire à partir de l'ordre juridique camerounais. La question en jeu est sensible, elle est même grave. En acceptant la compétence des instances internationales des droits de l'homme, le Cameroun aurait-il implicitement renoncé à l'autorité absolue et opposable erga omnes des décisions du Conseil constitutionnel touchant à des droits fondamentaux, procédant ainsi à une révision silencieuse de sa Constitution par la neutralisation circonstancielle et spéciale d'une disposition constitutionnelle du fait de la ratification d'un dispositif conventionnel. L'incertitude est de mise. D'où le plaidoyer pour un dialogue fécond et constructif entre l'ordre constitutionnel et l'ordre international des droits de l'homme, entre le juge africain des droits de l'homme et le juge constitutionnel. Sur un autre plan, le droit de vote des réfugiés en République centrafricaine, sous la charte constitutionnelle de transition entre 2013 et 2016, peut servir de prisme analytique de l'office du juge constitutionnel. Nous voulons saluer ici respectueusement la présence parmi nous de Madame le professeur Darlan, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de Centrafrique, qui est l'auteur de cette contribution. Face à l'opposition des partis politiques au sein du Conseil national de transition, la Cour constitutionnelle, sous son magistère, s'est appuyée sur les dispositions de la charte de transition et les résolutions du Conseil de sécurité pour permettre le vote des réfugiés. La démarche téléologique,
d'utiliser doit être simple. Il s'agissait de parvenir à la réconciliation nationale, à la sortie de crise politique en permettant un vote inclusif. Des crises non politiques peuvent affecter le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel de nécessité, à l'épreuve de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19, l'illustre au Congo. Ici, les gouvernements ont peiné à trouver un équilibre entre l'état d'urgence et la nécessaire garantie des droits et libertés fondamentaux. La mise en œuvre du droit constitutionnel de nécessité renforce la prépondérance du chef de l'exécutif et l'incapacité des contre-pouvoirs à limiter le monarque présidentiel. Par ailleurs, certains contributeurs proposent des études sur la mathématisation du droit constitutionnel, sur le genre comme objet du constitutionnalisme africain, sur la fonction législative en contexte de communautarisation, sur le droit gouvernemental en Afrique, ou encore sur la constitutionnalité des juridictions spéciales dans une perspective de droit combat. Cela dit, la problématique des droits subjectifs irradie diverses contributions. On relève à ce titre le droit d'accès aux documents administratifs, aux soins de santé ou aux services publics de santé, de l'accès des handicapés aux services publics et de l'accès à la justice environnementale. Il en va de même du droit à la rémunération et à la retraite des fonctionnaires, de la protection des administrés ou des usagers, du droit des peuples à l'autodétermination. Qu'à cela ne tienne, l'œuvre constitutionnelle du professeur Lekele Ndonfa laisse découvrir un publiciste sensible à la science politique. S'il est l'un des ouvriers de l'architecture constitutionnelle camerounaise, cela s'accompagne de la figure de théoricien du droit et des idées politiques. C'est donc naturellement que les mélanges en son honneur comportent des travaux de politistes sur la fonction publique, l'administration publique, les espaces d'interaction politique, la démobilisation politique, les mobilisations citoyennes au nom de l'argent public. À partir de la catégorie d'action publique, qui est la cause de l'argent public, la notion de citoyenneté budgétaire se construit comme une excroissance des finances publiques. Monsieur le ministre d'État, distinguée personnalité, mesdames et messieurs, le second volume des mélanges ouvre en effet le champ du droit public financier, mais également celui du droit administratif et du service public de manière large. Il n'échappe à personne que le nom du dédicataire du jour est associé instinctivement au droit des finances publiques. Ici, les études montrent que son manuel intitulé « Finances publiques camerounaises » c'est par la force de sa substance particulière érigée en bréviaire de la doctrine des finances publiques camerounaises. L'idée d'éternité de ce bréviaire, qui remonte à 1987, est même avancée. Mais la réforme des finances publiques de 2018 rend indispensable sa mise à jour, eu égard aux nouveaux principes des finances publiques et à certains de leurs particularités. De même, la contribution du doyen Lekele Ndonfa aux finances publiques camerounaises est exaltée dans la mesure où, sur la base de l'ensemble de ces travaux de la discipline, il apparaît comme un concepteur de la distinction des catégories fondamentales en finances publiques de l'État et comme précurseur de l'autonomisation des finances publiques des autres entités publiques. La réforme des finances publiques est systémique au Cameroun et au Sénégal. En matière de contrôle de gestion,
Elle distingue les acteurs décisionnels, ceux qui sont responsables du déploiement du contrôle de gestion, et l'acteur opérationnel, qui est le contrôleur de gestion. Cependant, la notion de gestionnaire public souffre d'un manque de définition et ne saurait se réduire à l'ordonnateur. Le régime financier des entreprises publiques aménage une soumission davantage aux règles du droit privé qu'à celles du droit public. La recherche de la performance dans les entreprises publiques demeure laborieuse. Dans la même veine, il est évident que les contrats de performance entre l'État et ses entreprises et établissements publics ont une finalité financière. Il s'agit de réduire les subventions étatiques dont le poids est considérable. On peut se réjouir d'autres aspects de la réforme des finances publiques. Le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement est apprécié, gage de son efficacité, notamment dans le cadre de la discussion et du vote du projet de loi de finances initiale. Au niveau de la Sénat, le cadre harmonisé de gestion des finances publiques est un dispositif tourné résolument vers la recherche d'un service public étatique performant. Sous l'éclairage des mutations récentes du droit budgétaire, dans les états de la CEMAC et de l'UOMOA, on peut établir l'ancrage budgétaire des politiques publiques, ancrage auquel s'adosse leur pilotage budgétaire. À propos du paradigme des finances publiques camerounaises, il est révélé que la mutation de l'idéal type macéré de la rationalité financière tend vers le réel type qui ne serait que le produit d'une évaluation à l'épreuve de la vérité. La vérité pourrait être que les finances publiques sont contre le service public. Oui. L'étude sur le Cameroun dit que l'argument est tiré de ce que le régime financier public n'est pas toujours en cohérence avec le fonctionnement et les objectifs du service public. Si l'on fait abstraction des logiques de cette discipline, on pourrait appréhender maladroitement les prérogatives de l'administration des impôts en matière de contrôle et de redressement fiscaux, de même que le régime fiscal des organismes à but non lucratif. Quoi qu'il en soit, la notoriété du grand financier ne doit pas ombrager ses autres centres d'intérêt. Diverses contributions figurant dans ces mélanges abordent des thématiques du droit administratif et de service public. Une réflexion perçoit dans les organismes publics indépendants une catégorie émergente d'institutions administratives publiques camerounaises. Quelle que soit l'administration publique, elle peut faire sienne la résilience en tant que défi du management public, en étant à la fois objet et sujet de la résilience. Cela peut être initié à l'ENAM, lieu par excellence de formatage du haut fonctionnaire. Cet objet juridique non identifié, soumis à un droit disciplinaire. Le fonctionnaire au profit duquel est reconnu le devoir d'obéissance ne saurait rester insensible à la réforme de la fonction publique, véritable enjeu de développement. À propos du service public, est-il un fondement ou un témoin du droit administratif? Quelle est sa place dans la jurisprudence administrative? Ces interrogations sont théoriquement intéressantes. À la vérité, le service public, dans ces mélanges, est étudié essentiellement sous le prisme des changements et des transformations des modes de gestion, d'organisation, de régulation, avec une considération linguistique. Les réflexions ont une dimension nationale, communautaire, internationale, selon le cas. Il convient d'y ajouter la question de l'intérêt général à l'assaut de la vie privée et la préoccupation de sécurité juridique
en matière d'acquisition foncière. En définitive, ces mélanges sont un partage de générosité. Comme l'a dit Albert Camus, écrivain français du XXe siècle, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Parce qu'il a donné hier. Le professeur Ekene Nonfa reçoit aujourd'hui. Je vous remercie de votre bienvenue.